Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce meet-up. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Serpo pour nous parler de l'approche systémique. Donc voilà, je te laisse la main, Rémi. Merci et bonsoir à tout le monde. Ravi d'être avec vous pour évoquer là sur le temps qui nous est consacré une approche. Alors je vous fais un teasing tout de suite. C'est une approche qui a littéralement changé ma vie et changé ma façon de percevoir les relations de manière générale et les organisations. Alors pourquoi je vous dis changer ma vie? Alors c'est assez fort, hein, mais finalement c'est une autre approche qui va être à l'opposé de l'approche dans laquelle nous baignons depuis que nous sommes tout petits. C'est une approche qui va nous permettre d'être continuellement en mouvement et surtout centré sur l'avenir et le projet. Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est que je vais me présenter rapidement, je vais présenter la structure pour laquelle je travaille, et puis assez rapidement, je vais vous proposer un jeu, nous allons jouer. Je vais vous demander de vous positionner par rapport à une histoire, et sur la base de ce jeu, je vous détaillerai ce qu'est l'approche systémique et en quoi elle est particulièrement percutante dans notre vie quotidienne, mais également dans notre vie professionnelle. Alors, généalogie, donc vous voyez le logo qui apparaît. Généalogie, rien à voir avec votre arbre, soyons très clairs tout de suite. Généalogie, c'est la contraction de génial et logique. Et généalogie, c'est un organisme de formation qui existe depuis maintenant 25 ans. Généalogie, vous pouvez le voir à l'écran, c'est 3 associés dont je fais partie. Donc, je co-dirige l'entreprise avec Didier Arnaud et Laura Gillet que vous voyez apparaître à l'écran. Et Généalogie, aujourd'hui, notre approche, elle va reposer sur 2 grands principes que je vais vous détailler pour partie aujourd'hui. Premier principe, les neurosciences. Donc finalement, les neurosciences, c'est le langage de notre cerveau. Notre cerveau nous parle et très souvent, nous ne comprenons rien à ce que notre cerveau nous raconte. Donc c'est un petit peu dommage parce que si je comprends pas mon cerveau, je vais avoir du mal à comprendre le cerveau des autres. Mais ça fera, il y aura sûrement un topo neurosciences sur un prochain soft skill by Exia qui sera proposé. Et surtout, la systémie, l'approche systémique qui là va traiter de la notion de co-responsabilité et va être centré notamment sur le projet. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer au jeu pour que nous puissions rentrer dans le détail. Je vais vous diffuser une histoire. Alors, c'est une histoire qui est fictive, c'est pas une autobiographie, et toute ressemblance avec une situation que vous vivez d'un point de vue personnel, elle est fortuite, hein. Donc, je vais vous demander de prendre connaissance de l'histoire qui va apparaître à votre écran. Je vais la lire en même temps que vous, et je vais vous demander de vous positionner donc dans le chat. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez directement mettre le classement que vous souhaitez accorder à cette histoire. Alors, l'histoire est la suivante. Une jeune femme mariée, se sentant délaissée par un mari trop pris par son métier, se laisse séduire et va passer la nuit chez son amant. Il habite dans une maison située de l'autre côté de la rivière. Pour rentrer chez elle, le lendemain matin, avant le retour de son mari qui va rentrer de voyage, elle doit traverser le pont. Mais un fou menaçant lui interdit le passage. Elle court alors trouver un passeur qui lui demande le prix du passage. Elle n'a pas d'argent. Elle explique et supplie, il refuse, il ne peut travailler sans être payé d'avance. Elle va alors trouver son amant et il refuse, lui, de l'aider sans aucune autre explication. Elle va trouver une amie qui habite du même côté, elle lui raconte tout, donc elle raconte tout à son amie, et lui demande de l'argent pour pouvoir payer le passeur, mais l'amie refuse parce qu'elle l'a déçue en se conduisant de cette façon. Elle décide alors, après une nouvelle tentative vaine auprès du passeur, de passer le pont, le fou la tue. Bon, vous voyez, c'est gai pour démarrer la session. Ce que je vais vous demander, c'est lequel de ces 6 personnages qui sont par ordre d'entrée dans l'histoire, la femme, le mari, l'amant, le fou, le passeur et l'ami, peut être, selon vous, tenu pour responsable de cette mort. Donc là, vous allez me proposer un classement de 1 à 6, pour ceux qui le souhaitent, hein. Vous faites votre classement du plus responsable en 1 au moins responsable en 6. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre classement. Et une fois que vous avez votre classement, nous mutualisons. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez des classements qui sont complètement différents. Et là, je suis obligé de vous parler un petit peu de notre cerveau, sur comment notre cerveau fonctionne. Et je vais d'abord parler du projet principal de notre cerveau. Alors, à quoi sert notre cerveau? Et c'est le même projet depuis l'arrivée de
l'homme sur la Terre il y a des millions d'années, le projet principal de notre cerveau, c'est la survie. Et donc, pour nous permettre de survivre, notre cerveau, il a déployé pas mal de mécanismes, et notamment des mécanismes de protection. C'est-à-dire que quand notre survie est menacée, bah, notre cerveau, automatiquement, il va mettre en place des mécanismes de défense. Et l'un des mécanismes que notre cerveau met en place et qui est assez fort, c'est le mécanisme du jugement. C'est-à-dire que notre cerveau, il met moins d'un dixième de seconde pour vous faire une opinion sur quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie. Là, vous vous êtes connecté, vous m'avez vu apparaître sur votre écran. En moins d'un dixième de seconde, votre cerveau, il vous a envoyé des infos sur fiable, pas fiable, compétent, pas compétent, sympa, pas sympa. Vous voyez, et ça, votre cerveau, bah, vous lui demandez rien, mais il vous envoie les infos quand même. Pourquoi il vous envoie les infos quand même? Parce que bah, c'est dans le but de vous permettre de survivre. C'est-à-dire que la question qui se pose au demeurant, c'est dangereux, pas dangereux. Vous voyez, c'est cette sensation de feeling que nous avons quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois. Il y a des fois des personnes où nous nous disons « Ah là là, j'ai vraiment envie d'aller lui parler ». Et il y a d'autres fois où vous dites « Ah lui, je sais pas, ça frotte et je comprends pas pourquoi ». Ben, c'est ce mécanisme du jugement qui se met en place. Et pourquoi je vous parle de ce mécanisme du jugement? Parce que c'est exactement ce même mécanisme qui se met en place quand nous observons un fait divers. Et quand nous regardons un fait divers, eh ben, le mécanisme de jugement se met en place. Et sur quoi est basé notre jugement? Et ben là, notre jugement, lui, se met en place à travers notre expérience, à travers un filtre. Alors, nous avons tous un filtre différent, vous l'avez vu, hein, il y a plein de classements différents. Et alors, par contre, je l'ai vu, je vais le reprendre tout de suite, il y a une personne qui a le bon classement, il faut que j'en parle. J'ai vu le bon classement, et le bon classement, c'est simple, c'est tac, Kevin Leponsin. Ouais, voilà. Kevin Leponsin, il a le bon classement. Fou, femme, passeur, mari, copine, amant, c'est le bon classement. Donc Kevin, il a le bon classement. Pour lui. Ah, la nuance, elle est importante. Il a le bon classement pour lui, ce qui fait que Louise, par exemple, elle a le bon classement pour elle. De la même manière, Camille, qui me met le fou en dernier, elle a aussi le bon classement pour elle. Donc là, c'est déjà une information qui est très importante ici, c'est que tout le monde a toujours raison pour soi. Votre classement, il est bon parce qu'il correspond au filtre par lequel vous regardez la réalité qui nous entoure. Donc nous avons toujours raison pour nous. Mais ça, c'est déjà un point qui est extrêmement fort, parce que quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou si vous êtes en conflit avec votre client, ou si vous êtes en conflit avec votre collègue, ou si vous êtes en conflit avec votre conjoint, vous avez raison pour vous de vous mettre en colère ou d'être en conflit. Mais la personne avec laquelle vous êtes en conflit, eh ben, elle a raison pour elle d'avoir la vision qu'elle a de l'objet pour lequel vous êtes en conflit. Vous voyez, l'histoire, elle est intéressante, parce que si je reprends l'histoire, avec mes associés, quand nous avons créé l'histoire, nous avons choisi des personnages qui sont porteurs de valeurs assez fortes. Par exemple, si je fais un peu de psychologie de comptoir, si vous me mettez la femme en 1 plus responsable, eh ben c'est ceux qui vont dire mais elle a trahi son mari, elle a trahi son mariage, c'est scandaleux, hein, elle n'a pas à le tromper, quoi. Et puis, il y a ceux qui vont me le mettre en 6, qui vont mettre la femme en 6 et qui vont dire non, mais Bobonne, elle a aussi le droit d'être heureuse. Hein. Elle n'est pas là que pour laver les slips. Hein. Et puis, c'est quoi cette inversion de responsabilité? Alors, sous prétexte qu'elle met une mini-jupe, elle a le droit de se faire violer. Donc, vous voyez, 1 plus responsable, 6 moins responsable, qui a raison? Bah, finalement, les deux, puisque ça dépend de votre prisme. Pareil pour le mari, si vous mettez le mari en 1 plus responsable dans l'histoire, il a délaissé sa femme, quoi. Hein. Il a délaissé sa femme au profit du travail. Par contre, si vous me le mettez en 6, ça peut être des gens qui vont dire non mais le pauvre, quoi. Hein, lui, il sue de ses 4 veines pour faire vivre le foyer, et puis dès qu'il a le dos tourné, il se fait tromper, et c'est quand même lui le cocu de l'histoire. Hein. Alors, le fou, pareil, il y a un gros débat sur le fou. Il peut avoir ses rapports à la justice. Il y a ceux qui vont mettre le fou en 1 parce qu'il a commis l'acte. Et puis, il y a ceux qui vont mettre le fou en 6 qui vont dire moi, je connais le code pénal. Il n'est pas pénalement responsable de ses actes. Donc, je le mets en 6. L'amant, il y a ceux qui vont me dire briseur de couple, briseur de ménage. Ceux-là vont me le mettre en 1. Et puis, il y a ceux qui vont me dire non, mais lui, il était juste là pour donner du plaisir. Hein, ça se trouve, il n'était pas au courant que la femme était mariée. Donc, vous voyez, eux, ils me le mettront en 6. Le passeur, vous avez ceux qui diront je le mets en 1 parce que non-assistance à personne en danger. Puis c'est quoi sous prétexte de la valeur argent, il n'a aucune humanité. Et puis vous avez ceux qui me le mettront en 6 qui diront mais tout travail mérite salaire.
Et pareil pour l'ami, l'ami, normalement, si vous me le mettez en 1, c'est que l'amitié, c'est une valeur forte chez vous, et un ami, c'est là qui est là pour t'aider. Et ceux qui me le mettront en 6, ils diront, attends, l'ami, elle n'est pas là pour porter la responsabilité de ses collaborateurs. Mais voyez, ce qui est intéressant ici dans notre histoire, c'est que tout le monde a raison. Chaque classement est bon. Et donc, si tout le monde a raison, pour cette seule histoire, il y a 720 classements possibles. 720 vérités pour une seule histoire. Et voyez, dans le jeu que je vous propose, ce qui est intéressant, c'est que quand nous avons des débats sur des sujets qui peuvent être forts, admettons la politique, allez, prenons un sujet politique, vous avez vos convictions politiques qui répondent à votre filtre, le filtre par lequel vous regardez les faits divers. Et puis si vous commencez à vouloir débattre du sujet politique avec, je sais pas, un membre de votre famille, nous mettons en place une action qui, là, va générer des comportements forts, c'est-à-dire que je vais vouloir changer l'autre en voulant notamment le convaincre. Et il est génial ce mot, convaincre. Dans le mot convaincre, il y a le mot vaincre. Et quand je veux convaincre l'autre, finalement, ça ne marche jamais. Pourquoi ça ne marche jamais? Là, je vais faire référence à mon introduction sur comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau, il fonctionne sur la base du projet, en l'occurrence, sa survie. Si vous voulez convaincre l'autre, le cerveau de l'autre va percevoir une menace pour sa survie. Et donc, il va se recroqueviller, il va ériger des défenses. Donc, si je vous demandais, par exemple, de vous mettre d'accord là à 39, puisque nous sommes une quarantaine là sur l'événement, si je vous demandais de vous mettre d'accord à 40 pour me trouver un classement commun, ça ne serait pas possible, parce que chacun défendrait ses positions selon ses convictions, selon ses croyances, selon son opinion. Et quand nous débattons finalement autour de sujets qui sont plus ou moins forts, il y a cette approche qui se met en place. Et cette approche qui se met en place, c'est l'approche dans laquelle nous baignons depuis que nous sommes tout petits. C'est ce que nous appelons l'approche symptomatique ou l'approche analytique. Alors, l'approche analytique, certains d'entre vous le connaissent, surtout dans votre secteur d'activité. L'approche analytique, c'est un problème, une solution. Donc, un problème, une solution. L'approche analytique, c'est très efficace. Le un problème, une solution. Pour ce qui relève du compliqué, c'est très, très efficace. C'est-à-dire, un problème, ma roue, elle crève. Une solution, boum, je change ma roue. Un problème, ma lampe, elle claque. Une solution, je change ma lampe. Ça, c'est très efficace. Maintenant, pour ce qui relève du complexe, l'approche analytique, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Alors, quel est le truc le plus complexe sur Terre? Coucou, c'est nous. Le truc le plus complexe sur Terre, c'est nous. Et vous avez pu l'expérimenter. 720 classements possibles pour une seule histoire. Et encore, si vous mettez des égalités, j'ai vu dans le classement que certains m'avaient mis des égalités, si vous mettez que la femme, elle est autant responsable que le mari, c'est plus 720 classements possibles, c'est 46 656 classements possibles pour une seule histoire. Vous comprenez pourquoi c'est compliqué de se faire. Parce que s'il y a 46 656 classements possibles, ça veut donc dire qu'il y a 46 656 vérités possibles pour une seule histoire. Et comme nous avons toujours raison pour nous, quand nous devons débattre de sujets, c'est un peu le bazar. C'est un peu l'histoire, par exemple, du braqueur, du bijoutier qui abat le braqueur d'une balle dans le dos. Vous avez la moitié des gens qui diront que c'est un assassinat, et vous aurez l'autre moitié qui va dire que non, c'est de la légitime défense. Et qui a raison dans l'histoire? Je vous parle pas de vérité judiciaire, mais qui a raison dans la perception de l'histoire? Finalement, tout le monde. Tout le monde. Et quand je dois faire une approche analytique, là où le débat il va être intéressant, c'est que par définition, quand je fais l'analyse de quelque chose, d'un point de vue relationnel ou d'un point de vue organisationnel, je vais être centré sur un truc très particulier qui est la notion de problème. Par définition, je vais analyser un problème. Et là, c'est là où le bas commence un peu à blesser. C'est-à-dire que quand j'analyse un problème, quand je raisonne de façon problème, je vais à l'encontre du fonctionnement de mon cerveau. Mon cerveau, il est incapable de raisonner en mode problème. Notre cerveau, c'est pas que le mien, parce que j'ai dit mon cerveau, notre cerveau, il est incapable de raisonner en mode problème. Et nous passons notre temps à évoquer les problèmes. Alors, pour vous montrer à quel point c'est fort, c'est que quand vous évoquez un problème, pour votre cerveau, c'est une menace pour sa survie. Et donc, si vous traitez d'un problème, automatiquement, le cerveau des gens avec qui vous traitez le problème, il va se mettre en mode défense. Je vous donne un exemple concret.
Vous allez chercher votre enfant à l'école le soir. Et en allant chercher votre enfant à l'école, la maîtresse, elle sort de la classe quand elle vous voit, et puis elle vous dit Madame, monsieur, nous avons un problème d'harcèlement scolaire, j'ai besoin de vous parler. Qu'est-ce qui dit immédiatement votre cerveau? Il dit mais qu'est-ce qu'il a fait mon fils? Qu'est-ce qu'elle a fait ma fille? Est-ce que c'est elle qui harcèle? Est-ce que c'est lui qui harcèle? Immédiatement, notre cerveau il érige des barrières. Et quand notre cerveau il érige des barrières, c'est pour nous protéger. Parce que quand il érige des barrières, confronté à un problème, la seule solution qu'a notre cerveau, c'est d'ériger des barrières. Donc, quand nous traitons d'un problème, quand nous rentrons dans l'approche analytique, ben, nous parlons de problème. Alors, deux choses sur la notion de problème, comme je viens d'évoquer. Un, ben, vous allez à l'encontre du sujet de votre cerveau. Et ce qui est quand même assez savoureux quand nous discutons d'un problème, c'est que nous, par définition, un problème sur une ligne temporelle, un problème, il est passé. Et nous passons des heures, des fois, à discuter de trucs qui sont passés, que nous ne pouvons pas changer. Je vous donne un exemple qui est quand même assez savoureux. Parce que, alors, ouais, avant de vous donner l'exemple, le principe de l'approche analytique et là où nous tombons dans le piège, c'est que quand je rentre dans l'approche analytique, il y a automatiquement le tandem de l'enfer qui va se mettre en place. Et ce tandem de l'enfer-là, ce duo infernal, va gangréner nos relations. Et c'est quoi le duo de l'enfer qui va gangréner nos relations et qui résulte d'un mécanisme de protection? C'est le duo victime versus coupable. Quand je rentre dans l'approche analytique, il y a systématiquement ce duo victime versus coupable qui va se mettre en place. Et c'est un mécanisme qui est très puissant. Je vous donne un exemple. Nous accompagnons en ce moment chez Généalogie, donc nous accompagnons pas mal de secteurs d'activité, mais je vais vous donner le dernier exemple en acte. Nous accompagnons la SNCF. Et la SNCF nous dit, voilà, il y a un problème d'absentéisme chez nous, il faut absolument venir regarder, il faut faire un audit. Et donc, moi, je dis à la direction de la SNCF, vous savez, un audit, moi, nous, les audits, on n'y croit pas trop, parce que vous allez traiter du problème et il y aura que des victimes. Il me dit, si, il faut faire un audit, parce que les élus, ils ont besoin d'un audit. Très bien, faisons un audit. Et donc, nous voilà, avec mes associés, à aller interroger. Donc là, je suis allé interroger des conducteurs, je suis allé interroger des contrôleurs, je suis allé interroger des agents de quai. Puis je leur ai demandé, l'absentéisme, vous l'expliquez comment? Et puis là, vous avez les conducteurs, les contrôleurs, les agents de quai qui m'ont regardé, qui m'ont dit « Non mais Rémi, la société, elle est de plus en plus violente, les gens, ils nous manquent de respect, nous, on se fait insulter, c'est insupportable, les gens sont vraiment très très violents avec nous, puis en plus de ça, nos managers, jamais ils sont sur le terrain, ils comprennent rien à ce qu'on vit, puis ils nous mettent de plus en plus de pression. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'absentéisme. » Donc finalement, les agents de premier niveau, que ce soit les contrôleurs ou les agents de quai, me disaient s'il y a de l'absentéisme, c'est normal, c'est de la faute de la société et c'est de la faute des managers. De suite, je suis allé interroger les managers. Et puis les managers, je leur ai demandé, je fais l'absentéisme. Comment vous expliquez l'absentéisme, très cher manager? Et puis là, les managers, ils m'ont dit, non mais Rémi, il faut voir les agents sur le terrain, ils n'arrêtent pas de s'absenter, ils prennent des arrêts pour un oui, pour un non, ils ont les bons médecins, et puis cette jeune génération qui a plus envie de travailler, nous on ne sait pas comment les manager, hein, et puis en plus de ça, la direction, ça fait 6 mois que je demande un recrutement, je ne l'ai toujours pas, c'est normal qu'il y a de l'absentéisme, c'est normal. Donc les managers, ils me disent que s'il y a de l'absentéisme, c'est de la faute des agents, et puis c'est de la faute de la direction. Et donc, je suis allé interroger la direction. Je leur ai dit, la direction, l'absentéisme, comment vous l'expliquez? Et puis, la direction m'a dit, non mais Rémi, les managers, on n'arrête pas de les former, on leur donne tous les kits sur l'intranet pour faire les bons entretiens, ils les font pas, ils n'en font qu'à leur tête. Puis la crise du Covid, la guerre en Ukraine, nous, on n'a plus d'argent, on n'a plus de moyens. Donc, la direction, elle me dit que s'il y a de l'absentéisme, c'est de la faute des managers et c'est de la faute de l'État. Je suis allé voir Macron. Non mais... Moi, je déconne évidemment, je ne suis pas allé voir Macron. Mais vous voyez, j'ai groupé tout ça dans une salle, j'ai dit, il est où le coupable? Il est où le coupable? Parce que finalement, c'est jamais de notre faute. Le mécanisme très puissant qui est développé par notre cerveau quand nous sommes confrontés à un problème, c'est que c'est jamais de notre faute. Et c'est un truc qui est très très ancré chez nous. Pour vous donner un exemple que je trouve fameux, alors j'ai 3 enfants et mon dernier là, il a 2 ans. Il s'appelle Lucien. Et Lucien, ce week-end, je le vois, il court autour de la table basse. Il court. Et bim, à un moment donné,
il se cogne contre la table basse. Mais vraiment, il se fait mal, hein, il se cogne la cuisse contre la table basse. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il a fait, mon fils, quand il s'est cogné sur la table basse? Il a tapé la table. Il a tapé la table. Son cerveau, il lui a dit, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de cette table. Et vous voyez à quel point ce schéma de victimisation, il est inscrit chez nous. Quand nous sommes confrontés à un problème, notre cerveau mouline pour dire, c'est pas de notre faute. Et d'ailleurs, si nous faisons bien gaffe, c'est quand même assez savoureux, c'est que nous avons inventé des expressions pour nous victimiser. Et il y a des expressions qui sont très fortes dans la victimisation, hein. Une expression, par exemple, c'est le destin. C'est le karma. C'était écrit dans l'horoscope que ça allait être une journée pourrie aujourd'hui. Ah, puis les anneaux de Saturne, ils sont en perpendiculaire avec Mars. Moi, je ne peux rien faire. Alors, c'est assez savoureux. Alors, juste pour la petite anecdote, j'aime bien le placer. Moi, pour payer mes études, il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé comme pigiste chez 20 minutes. Et mon rôle, notamment, c'était d'écrire l'horoscope dans 20 minutes. Donc, pour ceux qui lisent régulièrement l'horoscope dans 20 minutes, voyez un peu le schéma de référence dans lequel ils s'inscrivent. Bref, expression qui nous victimise aussi, qui est quand même assez savoureuse, c'est le hasard. C'est le hasard. Ça, c'est génial comme expression. Ou c'est la faute à pas de chance. Alors ça, c'est génial. Dans la victimisation, on est au top du top. Vous voyez, le hasard ou la faute à pas de chance, c'est un peu comme le moment où vous venez de vous faire flasher par un radar sur l'autoroute. Voilà, vous faites flasher par un radar. Bon, il peut y avoir cette once de culpabilisation de se dire, mais mince, je savais qu'il était là, ce radar. Et puis très rapidement, dans notre cerveau, il y a oui, mais l'État, regarde où est-ce qu'ils ont mis les radars. Et puis c'est l'autre qui avançait pas. Et puis l'autre qui roule à 150, on lui dit rien. Puis ils sont pas dans les banlieues. Vous voyez, tout de suite, dans notre cerveau, c'est pas de notre faute. Si on s'est fait flasher, c'est pas nous qui avons appuyé sur le champignon. C'est le hasard, c'est le pas de chance, c'est pas nous. Notre cerveau, il est là pour nous protéger et pour nous victimiser. Donc, c'est assez fort, hein, parce que ce schéma de victimisation, il s'applique à chacun d'entre nous. Et donc, quand je suis en conflit avec quelqu'un, je m'estime victime, moi, dans le conflit. Sauf que l'autre, il s'estime aussi victime. Une victime versus une victime, in fine, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge. Alors, dernière chose, et je vais remettre ma présentation en synthèse ici. Dernière chose, je l'ai mis en synthèse, hein, c'est la dernière expression qui nous victimise, elle est géniale, c'est l'expression de la fatalité. Et là, la fatalité dans les organisations, mais vous le voyez peut-être à votre niveau, c'est très fort aussi. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire, on peut rien faire. On ne peut rien faire. Et donc, ça aussi, c'est une expression propre à la victimisation. C'est qu'à partir du moment où j'estime que je ne peux rien faire, on ne peut rien faire parce que c'est pas nous qui décidons. Et dans ces cas-là, c'est chouette parce que je me mets dans cette posture de victime qui est très sécurisante. Parce que, in fine, quand je suis victime, c'est pas de ma faute, c'est de la faute, c'est de la faute de l'autre. La position de victime, c'est de se dire, c'est à l'autre de bouger. Quand vous faites des réunions, vous voyez, j'ai assisté, je vais donner un dernier exemple, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un CODIR en tant qu'observateur parce qu'il y avait des problèmes relationnels au sein du CODIR. Et quand j'ai assisté à ce CODIR, l'objet même du CODIR, c'était un problème. Ils avaient perdu 9 millions d'euros à cause d'une mauvaise décision stratégique. Et ils ont passé 1h30 à discuter d'un truc qui pouvait pas changer parce que les 9 millions d'euros, ils ont été perdus. Surtout, chacun a dit que non, c'était de la faute de l'autre. Le directeur régional a dit que c'était de la faute de la DSI. La DSI, elle a dit que c'était de la faute de la comptabilité. Vous voyez, c'est toujours le même schéma qui se met en place. Et d'ailleurs, ces réunions terminent très souvent de la même manière. C'est pas de notre faute. Faudrait qu'on. Faut qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ça. Et quand nous sortons de ces réunions-là, c'est de se dire, c'est pas à moi de bouger, quoi. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais j'espère que les autres bougeront. Sauf que les autres, ils pensent la même chose que nous. Donc finalement, c'est des réunions faucons. Vous voyez, les faucons, là. Et finalement, y a rien qui bouge. Et on refait les mêmes réunions 2 semaines après parce que rien n'a bougé. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une autre vision de l'histoire. Une vision de l'histoire qui va là être basée sur une autre approche et une approche qui secoue un peu plus parce qu'elle nous fait sortir de cette approche analytique. Alors, la vision de l'histoire telle que je vais vous la présenter, c'est l'approche systémique. Alors, dans approche systémique, qu'est-ce que vous entendez dans approche systémique? Il y a évidemment la notion de
système. Et si je prends la définition d'un système, qu'est-ce qu'un système? Eh bien, un système, je vous ai mis la définition ici, c'est un ensemble ou sous-ensemble d'éléments qui interagissent entre eux vers un résultat commun. Donc, si je prends mon histoire, si je fais l'analyse, enfin, si je fais pas l'analyse, si je prends l'approche systémique sur l'histoire du fou, ensemble ou sous-ensemble d'éléments, donc la femme, l'ami, l'amant, le passeur, le fou, le mari, ensemble ou sous-ensemble d'éléments qui interagissent entre eux vers un résultat commun. En l'occurrence ici, le résultat commun, c'est la mort de la femme. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Si vous avez la moindre question ou si vous avez des choses qui vous interpellent dans ce que je vais vous dire, parce que vous allez voir que l'approche systémique, ça secoue un peu, je vous invite à m'interrompre tout de suite ou à mettre votre question dans le chat. On verra un peu mieux. Ensemble ou sous-ensemble d'éléments qui interagissent entre eux vers un résultat commun. Donc, si je prends l'histoire de façon systémique, il n'y a qu'un seul classement possible. Il n'y a qu'un seul classement possible. Si la femme est morte, le seul classement possible, c'est que c'est la résultante des interrelations, des interactions du système. Donc, finalement, ils sont tous responsables de la mort de la femme. D'un point de vue systémique, ils sont tous responsables ou partie prenante de la mort de la femme. Alors, normalement, le terme, c'est responsable. Ils sont tous responsables de la mort de la femme. Je suis un peu embêté avec ce mot responsable parce que dans notre société, le mot responsable, il est quand même très connoté coupable. Quand vous avez un accident responsable, c'est bien vous le coupable. Bah là, c'est pas du tout dans cette notion-là que je m'inscris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la racine latine du mot responsable. Et je vous l'ai mis d'ailleurs en rose dans la présentation, c'est la racine latine qui m'intéresse et c'est la notion de réponse. Ils ont tous une réponse à apporter au résultat final. Donc, d'un point de vue systémique, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. S'il nous arrive quelque chose aujourd'hui, si après, là, en quittant la conférence, il vous arrive quelque chose, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Nous avons toujours une réponse à ce qui nous arrive. Nous sommes toujours partie prenante de ce qui nous arrive. Alors ça, c'est un élément qui est déjà fort, c'est que une fois que je prends conscience que j'ai la réponse à ce qui m'arrive, bah, c'est aussi prendre conscience que j'évolue dans un système. Vous voyez, si la femme est morte, c'est pas qu'il y a eu un complot ourdi contre elle, c'est simplement que c'est toutes les relations les interrelations qui ont mené à ce résultat-là. Et de ce fait-là, à partir du moment où je prends conscience de ça et que je raisonne de façon systémique, eh ben, le hasard, la fatalité, le destin ou la faute à pas de chance, ben, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Si la femme est morte dans mon histoire, c'est logique. J'ai pas dit normal. J'ai dit logique. Et je vais faire une autre comparaison. Là, ce soir, je vais aller faire un footing. Après notre conférence, je vais aller faire un footing. Si en faisant mon footing, je me fais percuter par une voiture, dans mon scénario survie, hein. Mais si ce soir, je me fais percuter par une voiture, bah, ça sera logique. Logique par rapport aux interrelations qui ont mené à ça. Parce que tout a été réuni pour amener à ce résultat-là. Il n'y a pas de complot. Enfin, je ne pense pas qu'il y a un complot de gens qui m'attendent à la sortie pour venir me percuter. Mais je serais responsable de me faire percuter par une voiture parce que j'aurais décidé de partir à cette heure-là, parce que j'aurais décidé de prendre cet itinéraire-là. Et peut-être que mon fils sera aussi partie prenante parce qu'il m'aura demandé un câlin 3 minutes avant de partir, ce qui aura décalé mon départ de 3 minutes. Vous me suivez? En clair, quand il nous arrive quelque chose, j'ai toujours une réponse à ce qui m'arrive. Quand il m'arrive quelque chose, je suis toujours partie prenante de ce qui m'arrive. Et finalement, ce qui m'arrive, c'est logique, c'est cohérent. Là où l'approche systémique elle s'arrête là, hein, l'approche systémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est simplement se dire, j'ai une réponse à ce qui m'arrive. Alors là où l'approche systémique, elle est encore plus dingue, je pense que tout le monde voit mon tableau apparaître. Je vais vous mettre mon tableau, tac. C'est ce que je vais vous présenter ici, le deuxième truc qui a changé ma vie. Le deuxième truc qui a changé ma vie, c'est la notion de mur de briques. Alors, c'est quoi la notion du mur de briques? C'est simple, je vais vous donner un exemple. On va discuter de la notion de projet. Je vais discuter de la notion de projet. Je vais écrire projet. Désolé pour l'écriture, je fais ça à la souris. Alors oui, vous pouvez balader votre souris sur l'écran. Je vois que tout le monde s'amuse un petit peu.
La notion de projet, alors la notion de projet, elle est assez forte. Allez, je vais prendre un exemple, vie perso. C'est quoi le projet que vous avez avec la personne qui partage votre vie? Alors là, j'imagine plein de gens derrière leur écran en train de se dire un projet, mais c'est quoi un projet? Allez, je vais vous donner le mien. Je vais vous dire le projet que j'ai avec ma femme, c'est vivre heureux le plus longtemps possible. Et ça c'est mon projet. Ça, c'est mon projet avec ma conjointe, vivre heureux le plus longtemps possible. Et puis, je sais pas, ce soir, journée compliquée, je suis fatigué, je suis contrarié, et puis voilà, ma femme, alors que moi je suis en train de travailler, elle est tranquille dans son canapé en train de regarder sa série, et puis moi, je m'agace un peu, et là je lui dis, de toute façon chérie, t'es jamais là pour moi. Et je vais poser ce qu'on appelle une première brique. Ce à quoi, évidemment, si je lui dis t'es jamais là pour moi, il est quand même fort peu probable qu'elle me prenne dans ses bras en disant pardon mon chéri, excuse-moi de pas être là. Non, non, elle va plutôt me répondre ouais, mais toi, t'es jamais là tout court. Et moi, je vais dire bah excuse-moi de travailler. Troisième brique. Là, elle va me répondre bah moi aussi j'ai un métier. Et je vais lui répondre bah excuse-moi de préparer les vacances. Puis elle va me dire ah ouais, et qui c'est qui s'est occupé des enfants? Et puis ta mère. Et puis alors là, quand on arrive sur la brique ta mère, c'est l'ego. Alors là, la dernière brique, la grosse brique ultime, la dernière ici, c'est la brique de l'ego ici. Hein. Alors pas les jouets qu'on donne aux enfants, c'est notre ego à nous. Hein. Et quand notre ego il est touché, alors là, je ne réponds plus de rien. Et vous voyez, ça, je vous fais le mur de briques que d'une soirée ici. Hein. Et le principe qui est très fort, c'est qu'une fois que j'ai empilé toutes mes briques ici, qu'est-ce que j'ai complètement perdu de vue, finalement? Bah, mon projet. J'ai complètement oublié mon projet. Et nous passons notre temps à empiler des briques. Et vous remarquerez que les briques que nous posons, c'est des briques de problème. Hein. C'est des briques de problème. C'est je me considère victime de l'autre. Si mon couple va mal, c'est forcément la faute de ma femme. Et puis ça, c'est la faute de sa belle-mère, de ma belle-mère. Vous voyez, c'est des briques de problème ici que nous posons. Et quand je suis dans mon mur de briques, eh ben finalement, je m'éloigne complètement de mon projet. Et ça, c'est assez fort. Et c'est là où l'approche systémique, elle va être assez puissante. Parce que contrairement à l'approche analytique qui est basée sur le problème, et je ne reviens pas sur les effets du problème, l'approche systémique, elle va être basée sur le projet. Et là, si je me base sur le projet, ben, je vais directement m'adresser au cerveau des gens. Parce que notre cerveau, il adore les projets. Notre cerveau ne fonctionne qu'en mode projet. Vous vous souvenez l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur la maîtresse d'école qui vous attend et qui vous dit il y a un problème de harcèlement scolaire, il faut que je vous parle. À ce moment-là, notre cerveau, il se met en mode barrière. Je reprends le même exemple. Mais la maîtresse d'école, pour le même sujet, au lieu de vous dire il y a un problème de harcèlement scolaire, la maîtresse d'école, elle vous dit je suis en train de mettre en place un projet pour renforcer la cohésion et la synergie dans la classe. Ben là, votre cerveau, il est ouvert. Il est open. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, donc j'y vais. Changeons notre façon d'aborder les choses. Arrêtons de parler des problèmes, parlons des projets. Et voyez, s'il y a peut-être un tips que je peux vous donner là ce soir, bah c'est celui-là. Arrêtons de parler des problèmes, parlons des projets. Parce qu'à partir du moment où vous parlez des projets, bah le cerveau des gens à qui vous allez parler bah va être beaucoup plus en acceptation que si vous évoquez un problème. Sur l'approche systémique maintenant, si je reviens sur l'approche systémique, elle est centrée justement sur cette notion de projet. Et si vous vous souvenez, le résultat, si ce soir je me fais percuter par une voiture, le résultat il sera logique, le résultat il sera cohérent, et en plus de ça, le résultat il aurait du sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Le résultat il aura du sens. Ça veut dire, et c'est le point le plus fort en approche systémique, que quand il y a une brique qui nous arrive, peu importe la taille de la brique, hein, si ce soir je me fais percuter par une voiture, ça sera une grosse brique. Parce que finalement, la question, c'est OK. C'est quoi mon projet et qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Et vous voyez, la question très poil à gratter que nous pouvons nous poser quand nous posons une brique, cette question, elle va apparaître là tranquillement, c'est et donc? Et donc, qu'est-ce que j'en fais moi? Parce que si je fais rien, il ne se passera rien. La question autour de la brique, c'est ce soir, je me fais percuter par une voiture et donc, qu'est-ce que j'en fais? Quel est mon projet? Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Parce que l'approche systémique, là où l'approche systémique est très puissante, c'est qu'en approche systémique, tout est possible. Tout est possible.
Et quand je vous dis tout est possible, c'est que finalement, c'est qu'une question de méthode. Il y a toujours un truc à faire. Tout est une question de méthode. Et quand je vous dis tout est une question de méthode, ça veut dire qu'il y a toujours un truc à faire. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai eu d'ailleurs en cours il n'y a pas très longtemps. Je présente l'approche systémique et je présente cette théorie du mur de briques. Et vous voyez, il y a un de mes étudiants, pareil, qui m'interpelle et qui me dit « Rémi, c'est pas vrai ce que tu racontes. On est forcément victime ou coupable de quelque chose. On est forcément victime ou coupable de quelque chose. » Et là, je lui dis, écoute, Marin, il s'appelle Marin, l'étudiant, je lui dis, Marin, tu as sûrement un exemple. Et Marin, il me dit, ouais, j'ai un exemple. Il me dit, regarde, moi j'ai un projet, mon projet, c'est de partir à Biarritz. Et là, je lui dis, ok, super, Marin. Et il me dit, ouais, mais je peux pas y aller parce qu'il y a une grève SNCF. Je dis, écoute, grève SNCF, génial. Et je lui dis, écoute, Marin, ton exemple, il est absolument génial. Parce que moi, ce que je te dis, Marin, c'est que si ton projet de partir à Biarritz, il est solide, si tu veux aller à Biarritz, coûte que coûte, moi, ce que je te dis, Marin, c'est que c'est qu'une question de méthode. C'est qu'une question de méthode. Et quand je dis qu'une question de méthode, je dis pas que c'est facile, hein. Je dis simplement que c'est qu'une question de méthode. Et là, je m'adresse à la promo et je dis, est-ce que quelqu'un a une idée pour aider Marin? Quelle méthode Marin pourrait utiliser pour se rendre à Biarritz? Et puis là, il y en a un qui dit, Marin, t'as qu'à prendre le train. Et là, Marin, il répond, j'ai pas de thune. Il y en a un autre qui dit, Marin, prends ta voiture. Et Marin, il répond, il remet une brique, Marin, il dit, j'ai pas le permis. Il y en a un dernier qui répond, Marin, prends Blablacar. Vous savez ce qu'il a répondu, Marin? Flemme. Flemme. Finalement, qu'est-ce que ça révèle? Et c'est ça qui est très fort. Qu'est-ce que ça révèle? C'est que le projet de Marin, il n'est pas solide. Et si le projet de Marin, il n'est pas solide, c'est à ce moment-là que Marin, il va mettre des briques. Et quand Marin, il met des briques, finalement, c'est des briques de victimisation qui lui permettent de justifier que son projet n'est pas solide. Vous voyez, ce phénomène-là, moi, je l'ai appelé le syndrome Basic Fit. Vous l'avez tous connu, hein, ce syndrome Basic Fit. Vous vous inscrivez à Basic Fit, vous avez le petit sac à dos, vous avez la petite gourde, puis à un moment donné, on se dit « Ouais, mais regarde, Rémi, les horaires sont pas top, puis j'aime pas trop les machines. » Et alors, l'excuse la plus victimaire du monde que nous adorons utiliser, c'est le « j'ai pas le temps ». Le j'ai pas le temps, c'est l'idéal dans la victimisation. Et quand je dis j'ai pas le temps, finalement, c'est surtout que je ne prends pas le temps. Je ne prends pas le temps, il n'y a aucun problème, hein. Maintenant, là où l'approche systémique, elle est incroyable, c'est comme je viens de vous le décrire, c'est que si le projet, il est solide, c'est qu'une question de méthode. Vous pouvez absolument tout faire. Et quand je vous dis tout faire, ça ne dépend que de la solidité de votre projet et que des méthodes que vous allez mettre en place. Exemple, on en a eu quand même pas mal des exemples. Vous avez les Paralympiques. Je vais donner cet exemple-là. Je vais donner cet exemple-là. Vous avez un mec qui, à 22 ans, était champion destiné à être la future pépite du surf français. Le gars, incroyable, grande qualité. Il prépare les JO de Paris. Il devait gagner les Jeux de surf français. Et ce mec-là, en 2022, il se fait attaquer par des requins à La Réunion. Et donc bouffé par un requin. Et dans son attaque de requin, il perd un bras et une jambe. Et là, c'est quand même une sacrée brique, hein. Perdre un bras, une jambe, alors que son projet, c'était de gagner les JO de surf, c'est quand même une belle brique. Et là, vous voyez la force de l'approche systémique. Parce que ce gars-là, il est rentré dans l'analytique au démarrage. Il est rentré dans l'analytique. Il s'est dit, mais pourquoi je me suis entraîné sur ce spot-là? Et pourquoi ça arrive à moi? Et pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous voyez, ça ne change rien au sujet. Quand je reviens sur le problème, alors attention, il y a la période d'acceptation, mais on peut refaire l'histoire tant qu'on veut, ça ne changera rien au résultat final. Lui, il a été extrêmement costaud puisqu'il s'est dit, OK, quel est mon projet maintenant? Et son projet, ça a été en 2024, j'aurai une médaille. Vous voyez, c'est ça l'approche systémique. C'est que si quelque chose ne marche pas, si j'ai une brique, il y a deux solutions. Soit je dois changer de méthode, soit je dois changer de projet. Et si je change de projet, d'autres méthodes apparaîtront. Lui, il s'est dit, j'aurai une médaille en 2024. Il a mis en place toutes les méthodes possibles et finalement, il devient champion paralympique de natation avec un bras et une jambe en moins. Vous voyez la force du projet? Et ça, dans notre vie de tous les jours, c'est exactement, quand je vous disais au démarrage de la conférence que cette approche-là avait changé ma vie, c'est exactement ça. C'est que désormais, dès que je suis confronté à une brique, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel,
la question et qui est très poil à gratter parce qu'elle m'incite à bouger. Le et donc, il est pour moi. Hein. C'est et donc, qu'est-ce que je vais en faire? C'est quoi mon projet par rapport à la personne, par rapport à l'entreprise, par rapport à l'organisation? Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que si un élément bouge, tout bouge. Si un élément change, tout change. Si nous sommes tous en interrelation, si moi je bouge, automatiquement ça va faire bouger le reste. Qu'est-ce que je peux faire bouger pour aller dans le sens de mon projet? Voilà pour l'approche systémique. Je vais faire en sorte de respecter le timing nous avions 45 minutes et puis surtout laisser le temps à d'éventuelles questions. J'ai bien balayé le sujet. J'espère avoir été le plus clair possible. C'est un peu perturbant pour moi de ne pas voir vos réactions parce que je sais que ça peut vite chambouler. Donc, je suis à l'écoute de vos questions et de vos remarques sur le sujet.